Ma propre fille souhaitait ma mort. Ces mots n'étaient pas exprimés par une colère passagère, mais avec une froideur calculée, comme pour prononcer une sentence. J'avais l'impression qu'un couteau invisible me transperçait la poitrine, plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Moi, qui l'avais bercée pendant ces nuits fiévreuses, qui lui avais donné mes jours et ma force pour qu'elle ait un avenir, j'avais entendu de sa propre bouche que mon absence serait le plus beau des cadeaux. Le choc ne résidait pas seulement dans le mépris, mais aussi dans le mobile caché derrière ces mots. L'argent. Le financement que je lui ai fourni était le pont vers ses rêves, mais aussi le piège dans lequel je me trouvais. Si je mourais, tout serait plus facile pour elle. Et c'est là que l'histoire prend un tournant. Quand l'amour d'une mère devient une menace pour sa survie, que reste-t-il? J'imagine que beaucoup ont ressenti l'ingratitude comme un fer rouge dans la peau. Mais quand cette ingratitude couvre le visage de son propre sang, la blessure devient impossible à cacher. Les regards soupçonneux, les murmures à table, la façon dont il me traitait comme une nuisance, tout commençait à prendre sens. Ce n'était pas seulement un manque de patience ou une impolitesse, c'était quelque chose de bien plus sombre. On peut oublier une phrase, mais pas 5 preuves. 5 signes qui s'empilaient devant moi comme des pierres sur un chemin tortueux, indiquant que ma vie valait moins que l'argent que je fournissais. Le poids de cette découverte m'a fait réaliser que je marchais pieds nus sur du verre brisé chez moi. La question qui me taraude l'esprit est, jusqu'où est-il possible d'aller pour éliminer sa propre mère? Son silence, ses regards fuyants, les mots murmurés au téléphone. Tout cela ressemblait à une partition macabre que je n'arrivais toujours pas à déchiffrer. Si la confiance est un pont, le mien a brûlé sous mes yeux. Seul, je contemplais les flammes, hésitant entre traverser et tout laisser s'écrouler. Mais dans ce brasier se trouvait aussi une révélation. Quelque chose qui allait bouleverser le destin de ceux qui tentaient de me détruire. Et c'est précisément cette révélation qui a transformé ma douleur en arme. J'ai commencé à comprendre que la cruauté ne se manifeste pas toujours par des cris. Parfois, elle se cache dans de petits gestes, des regards en coin, des mots apparemment innocents mais chargés de venin. Ma fille m'observait comme un meuble ancien, utile seulement jusqu'au jour où je ne rentrerai plus dans la pièce. Ce regard me hantait. C'était comme être assis à table et avoir l'impression que tous les couverts se retournent contre vous, même en silence. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que le financement que j'offrais n'était pas perçu comme un soutien, mais comme une sorte de ticket d'entrée pour mon remplacement. De mon vivant, c'était une nuisance. Mort, je deviendrais un raccourci. Cette prise de conscience ne s'est pas faite d'un coup. Elle est arrivée comme une pluie fine qui vous trempe progressivement jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous êtes complètement trempé. Chaque détail, chaque commentaire, était une goutte d'eau dans cette tempête qui me coupait le souffle. C'est étrange comme la maison, qui aurait dû être un refuge, se transforme en labyrinthe. J'arpentais les couloirs et sentais que chaque porte fermée cachait quelque chose contre moi. À chaque repas, je réalisais combien ma présence était pesante, presque indigeste pour elle. Comme si le simple fait de mon existence était un affront à l'avenir qu'elle désirait. Et dans ce climat de méfiance, j'ai commencé à réfléchir. Combien de mères ont ressenti cela? Combien ont remarqué que leurs propres enfants les considèrent non pas comme une racine, mais comme un obstacle? C'est pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, suivant chaque révélation. Car, d'une certaine manière, cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle résonne dans tant d'autres vies, dans des voix silencieuses qui attendent d'être entendues. J'essayais de rester calme, de sourire, de faire comme si je ne voyais pas l'ombre grandir chez moi. Mais au fond, chacun de ces silences était un cri étouffé, chaque absence soudaine un message voilé. Je ne savais plus si la plus grande menace résidait hors des murs ou juste devant moi, dans le regard froid de celle qui était censée me protéger. Et c'est dans ce tourbillon qu'une preuve inattendue m'est apparue, presque par accident, apportant une nouvelle couche de vérité à laquelle je n'étais pas préparé. C'est alors que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de manque d'amour ou d'ingratitude. C'était quelque chose de plus profond, comme un courant sous-jacent sur le point de m'arracher la terre. Les preuves ont commencé à s'accumuler en petits détails. Des documents oubliés sur le bureau, des messages qu'elle n'avait pas remarqués, des conversations téléphoniques chuchotées qui s'arrêtaient dès mon entrée dans la pièce. Chaque fragment était une étincelle, et ensemble, ils formaient un feu silencieux. Il y avait des nuits où je m'allongeais et sentais mon cœur battre la chamade, comme pour m'avertir que le danger n'était pas dans la rue, mais chez moi. L'oreiller était froid, et même recouvert, mon âme restait exposée. Je regardais le plafond et me demandais, jusqu'où ira l'ambition quand le sang ne suffira plus à l'arrêter? J'ai aussi commencé à remarquer la réaction du monde autour de moi. Les voisins qui détournaient le regard, les proches qui me saluaient précipitamment,
comme s'ils savaient déjà quelque chose que je n'avais pas encore eu le courage de dire à voix haute. Leur silence était aussi assourdissant que les paroles acerbes de ma fille. C'était comme marcher dans une rue éclairée par des lampadaires tamisés, où chaque ombre pouvait cacher une menace. Entre l'espoir que ce ne soit que de la paranoïa et la peur de voir trop tard, j'oscillais comme un funambule. Par moments, je me souvenais encore de son sourire enfantin, de la petite fille qui se précipitait sur mes genoux, les genoux écorchés et les yeux brillants. Mais bientôt, ce reflet s'estompa, remplacé par la femme froide qui me fixait maintenant comme si je n'étais rien d'autre qu'un obstacle à éliminer. Cette dualité me rongeait de l'intérieur, amour et méfiance à la fois. C'était comme tenir une bougie au vent, en essayant de protéger la flamme, tout en sachant que l'obscurité était prête à s'installer. Et plus je m'efforçais d'entretenir cette lumière, plus je réalisais que ce qui était en jeu n'était pas seulement le cœur de ma mère, mais la continuité même de ma vie. C'est dans cet abîme de sentiments qu'un détail apparemment insignifiant devint la clé. Quelque chose d'infime, mais capable d'ouvrir une porte que je redoutais de franchir, car derrière elle se trouvait la vérité nue, sans phare, prête à me frapper avec brutalité. La clé que j'ai trouvée n'était pas en métal, mais en mémoire. Un mot oublié dans un livre, avec des mots précipités et un nom qui n'aurait pas dû s'y trouver. En le lisant, j'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. C'était la confirmation que ce n'était pas mon imagination. Il y avait un plan plus vaste à l'œuvre, et j'étais la partie jetable. Je tenais ce papier entre mes doigts comme quelqu'un tenant une preuve de crime, sachant que je ne pouvais le montrer à personne à cet instant. À cet instant, la pièce sembla rétrécir. L'horloge tic-taquait cruellement, chaque seconde résonnant comme pour se moquer de ma faiblesse. Je me souvenais de la première fois où ma fille avait appris à écrire son propre nom, la même écriture qui apparaissait maintenant devant moi, mais chargée de froideur et de calcul. C'est étrange comme la vie est tortueuse. Ce geste, autrefois symbole d'innocence, était désormais la preuve d'un complot contre moi. Il y a eu des moments où j'aurais presque souhaité avoir tort. Que tout cela ne soit qu'un malentendu, une paranoïa née de la solitude. Mais je me suis souvenu de sa façon de détourner le regard, de sa mâchoire serrée quand j'entrais dans la pièce, de sa précipitation à cacher son téléphone. Et l'espoir s'est brisé comme du verre sur le sol. En tenant ce billet, j'ai pensé au poids d'être une femme noire vieillissant en silence, souvent invisible aux yeux de sa propre famille. Combien de fois mes opinions ont-elles été qualifiées d'exagération? Combien de fois mes silences ont-ils été pris pour de la faiblesse? C'est peut-être pour cela que cette histoire résonne dans tant de cœurs. Et c'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce cheminement, laissant un signe silencieux que le message les a touchés. Mais en même temps, je savais qu'il y avait plus. Ce mot n'était pas la preuve définitive. C'était juste la première fissure dans un mur de secret. J'entendais presque le craquement des structures internes s'effondrer, sur le point de révéler quelque chose de bien plus grand. À chaque détail qui apparaissait, la tension ne diminuait pas, se transformant seulement en une certitude inconfortable. Le fond n'avait pas encore été atteint. Et en moi, une nouvelle question grandit comme une ombre. Jusqu'où cette conspiration pouvait-elle s'étendre sans que je m'en aperçoive? J'ai gardé ce mot comme quelqu'un qui cache une cicatrice sous ses vêtements, sans la montrer à personne, mais qui en ressent la brûlure à chaque mouvement. Il brûlait dans ma poche, même lorsque je faisais semblant d'être désinvolte. Je me suis demandé combien de fois elle m'avait observé en silence, complotant quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était comme vivre dans une maison dont les murs respiraient le secret, où chaque porte pouvait ouvrir sur un abîme. Et pourtant, il y avait aussi des moments de souvenirs qui me troublaient. Je me souvenais du parfum de l'enfance, des nuits où elle dormait sur mes genoux, de la chaleur d'un amour pur qui semblait éternel. Ce contraste me déchirait. Comment réconcilier la jeune fille qui m'avait autrefois embrassée avec la femme qui complotait maintenant contre moi? Le cœur d'une mère est déchiré entre l'espoir et la peur, entre le désir de croire à l'impossible et le besoin de voir la vérité qui s'impose. Les images se répétaient dans mon esprit comme des photographies superposées. Je la voyais petite, les yeux brillants, implorant le soutien, puis adulte, détournant le regard avec froideur, comme si j'étais une simple pierre sur le chemin. Le temps n'était plus une ligne droite, mais un miroir brisé reflétant des fragments contradictoires. Dans ce labyrinthe émotionnel, j'ai appris le silence. Le silence est devenu mon refuge et aussi mon arme. Ce n'était plus le calme de quelqu'un qui se sent faible, mais celui de quelqu'un qui observe, calcule et prépare. Telle une bougie allumée par le vent, j'étais en équilibre entre la fragilité de la flamme et la force de la lumière qui persistait. Il y avait des nuits où je sentais l'obscurité elle-même m'entourer, me murmurant des vérités que je refusais encore d'admettre.
Et c'est dans ce jeu d'ombre et de souvenirs que quelque chose a commencé à prendre forme devant moi. Un indice encore plus troublant, prêt à déchirer le voile d'illusion auquel je m'accrochais encore. La note cachée semblait grandir en moi comme un secret qui respire. Ce n'était pas un simple bout de papier, mais un rappel vivant que la vie que j'avais construite était menacée par les mêmes mains que j'avais autrefois serrées tendrement. Parfois, je la sortais du tiroir juste pour relire ces mots rapides, presque griffonnés, et chaque fois, mon cœur s'emballait comme face à une sentence. Et pourtant, au milieu de la peur et de la colère, il y avait des lueurs d'un cruel espoir. Je me demandais s'il restait une trace de la fille qui traversait la cour en riant, la bouche tachée de fruits. Ce souvenir surgit comme un rayon de lumière à travers une fenêtre poussiéreuse, illuminant un instant ce qui semblait déjà perdu. Mais bientôt l'obscurité revint, et je me sentis à nouveau prisonnier d'un jeu que je n'avais pas choisi. Les murs de la maison, autrefois témoins silencieux des rires et des conversations, se faisaient désormais complices d'un silence étouffant. C'était comme si chaque recoin résonnait de secrets que je n'avais pas le courage de révéler à voix haute. Marcher dans le couloir la nuit, c'était comme traverser un tunnel entre deux réalités. D'un côté, le désir de croire que tout cela était une erreur. De l'autre, la certitude que le danger me guettait de près. En moi, l'espoir et la peur alternaient comme des marées. Quand le souvenir d'un amour passé refait surface, je sens la force de résister. Mais quand les signes de trahison s'accumulent, mon corps devient lourd comme s'il portait des pierres invisibles. Ce contraste me déchire et, en même temps, me maintient éveillé, alerte, telle une sentinelle qui sait que l'ennemi peut attaquer à tout moment. C'est dans cet état de veille que j'ai réalisé quelque chose d'encore plus troublant. La note n'était pas seule. D'autres indices étaient dispersés, de petits fragments qui, mis bout à bout, dessinaient un tableau encore plus sombre. Je savais que j'allais voir ce qui pouvait tout changer, mais je n'étais pas certain que mon cœur soit prêt à encaisser l'impact. Chaque nouveau détail qui apparaissait semblait creuser davantage la plaie ouverte. La note n'était plus une simple preuve isolée. Elle fonctionnait comme la première pièce d'un puzzle macabre. Peu à peu, d'autres fragments se sont révélés. Des notes dans des journaux intimes, des paroles échangées à la hâte qui ont dégénéré, des documents apparus à des endroits inattendus. Et à chaque découverte, la certitude s'installait en moi comme un point impossible à ignorer. C'était étrange d'observer comment ces signes se propageaient dans le quotidien. De petits gestes, auparavant invisibles, devenaient désormais évidents. La façon dont la porte de sa chambre claquait, le silence soudain à la mention de mon nom, les conversations interrompues à mon entrée. Tout cela formait un réseau de signes qui me piégeait, telle une araignée empêtrée dans sa propre toile. Et au milieu de cette tension, j'ai commencé à réfléchir au véritable coût de mes choix. Car il ne s'agissait pas seulement de perdre confiance ou d'affronter le risque d'être trahi. Il s'agissait du poids de chaque regard, de l'impact de chaque silence, des conséquences qui ne se limitaient pas à ma vie, mais se répercutaient comme des ondes sur tous ceux qui m'entouraient. Même les voisins, sans s'en rendre compte, sentaient quelque chose dans l'air, comme si cette atmosphère chargée trahissait quelque chose que personne n'osait nommer. Ce contraste entre ce qui est révélé et ce qui est caché est devenu mon guide. J'ai compris que, comme dans toute lutte de pouvoir, chaque action appelait une réaction, chaque effort exigeait un retour, chaque épreuve cachait un résultat qui n'était pas encore prêt à être révélé. Cette prise de conscience m'a rendu plus vigilant, plus attentif, comme si j'étais face à un échiquier où chaque coup pouvait déterminer le sort final. Et il est impossible de ne pas se demander combien ont ressenti cette même pression silencieuse, ce doute déchirant entre croire en l'amour et voir la vérité? Peut-être avez-vous aussi vécu des situations où chaque détail semblait contenir un avertissement caché. Si quelque chose dans cette histoire résonne en vous ou vous incite à la réflexion, partagez ce qu'elle évoque en vous dans les commentaires. Car, aussi douloureux que cela fut, je savais que je n'avais pas encore atteint mon point de rupture. Quelque chose de plus grand restait caché, attendant le bon moment pour se révéler avec une force dévastatrice. Le poids de ces découvertes commença à façonner ma façon de percevoir chaque geste, chaque silence autour de moi. C'était comme si la vie était devenue une scène éclairée par des projecteurs changeants, où les ombres dansaient plus que la lumière elle-même. Le mot, les documents, les conversations interrompues. Tout s'accumulait pour former une mosaïque qui criait une vérité dérangeante. J'étais encerclé. Mais en même temps, il y avait des moments où l'espoir filtrait comme l'eau à travers les fissures d'un mur lézardé. Je m'accrochais à de vieux souvenirs, cherchant en eux une trace d'humanité, essayant de croire que, quelque part derrière la froideur, la fille que j'avais connue existait encore. Ce contraste me rongeait. C'était comme marcher entre deux réalités. D'un côté, le souvenir d'un amour autrefois sincère. De l'autre, la certitude que ce sentiment s'était transformé en quelque chose de sombre.
Chaque jour qui passait, je sentais l'espace de la maison se rétrécir. Les pièces n'étaient plus un refuge, mais des arènes silencieuses où de petites batailles se déroulaient dans des gestes presque imperceptibles. L'assiette laissée dans l'évier sans que je la regarde, la porte verrouillée alors qu'elle aurait dû être ouverte, l'absence d'un mot là où il y avait eu un dialogue. Ces simples détails devenaient des signes, tels des panneaux d'avertissement sur une route déserte. Et dans ce scénario, mon esprit était divisé. Une partie de moi cherchait la clarté, aspirant à rassembler les pièces du puzzle et à y trouver un sens. Une autre, en revanche, était perdue dans l'incertitude, craignant que la vérité ne soit plus douloureuse que je ne pourrais la supporter. C'était comme s'accrocher à une vieille photo qui commence à s'estomper. Plus on essaie de préserver l'image, plus on se rend compte qu'elle s'efface, ne laissant que des contours flous. Cet équilibre instable entre clarté et confusion, entre progrès et obstacles, me tenait en éveil. Je savais que j'approchais de quelque chose de décisif, mais j'avais l'impression de marcher sur du verre brisé, chaque pas risquant une profonde coupure. Et c'est précisément dans cet état de tension constante qu'une nouvelle pièce a émergé, inattendue, éclairant un chemin qui jusqu'alors était resté caché, mais qui promettait de révéler plus que ce que j'étais prêt à voir. La nouvelle pièce que j'ai découverte semblait petite à première vue, mais elle avait le pouvoir de transformer toute la scène. C'était un détail discret, quelque chose qui pouvait passer inaperçu, mais pour moi, c'était devenu un éclair au milieu de la nuit. En la tenant entre mes mains, j'avais l'impression de lever un lourd rideau et de laisser la vérité, même partielle, envahir l'espace étouffant où je vivais. Le sentiment était contradictoire. Une partie de moi était ravie de trouver enfin la clarté, comme si un phare s'était allumé pour éclairer l'obscurité. Mais une autre craignait que cette lumière ne révèle plus d'ombre que de certitude. C'est ainsi que fonctionnent les découvertes. Elles apportent un soulagement et, en même temps, alourdissent le poids des responsabilités. Je me suis retrouvé face à un choix silencieux. Continuer à faire semblant de ne pas voir ou à affronter, face à face, l'abîme qui se développait. La maison reflétait ce conflit intérieur. Les murs semblaient plus étroits, les couloirs plus longs, comme si l'espace physique répondait à la pression invisible qui m'entourait. Certaines nuits, le silence était si dense qu'il me réveillait, comme si des voix, coincées entre les briques, murmuraient des secrets qui n'osaient pas sortir. Impossible de ne pas sentir que chaque ombre observait mes pas. Au même moment, de vieux souvenirs refirent surface sans qu'ils ne les y invitent, apportant la douceur d'un passé qui se mêlait désormais à l'amertume du présent. Je me suis vu tenant sa petite main, guidant ses premiers pas, puis j'ai affronté la froideur calculée de son regard actuel. Cette alternance constante entre confiance et doute était comme marcher sur un terrain instable, où le moindre faux pas pouvait me couler. Et pourtant, quelque chose en moi commençait à se renforcer. C'était comme si la douleur elle-même façonnait une nouvelle version de moi-même. Non plus la femme silencieuse, invisible, reléguée aux marges, mais quelqu'un qui apprenait à observer, à attendre, à allier patience et stratégie. Au fond de moi, je savais que les pièces s'alignaient pour former un tableau plus vaste. Mais ce tableau était encore incomplet, et l'image finale promettait un impact plus grand que je n'osais l'imaginer. Les morceaux formaient enfin une image que je ne pouvais plus nier. Tout ce qui n'était auparavant que soupçon se présentait désormais à moi comme un portrait clair, dur et irréversible. C'était douloureux, mais aussi libérateur. Car dès que la vérité est révélée, elle ne peut plus être étouffée. Je me suis retrouvé devant un miroir qui reflétait non seulement la trahison de ma fille, mais aussi la force que j'avais retrouvée en moi. C'était comme traverser un couloir sombre et atteindre soudain une fenêtre ouverte. L'air frais s'engouffra, dissipant l'étouffement qui m'enveloppait depuis si longtemps. Chaque détail de ma vie, les regards froids, les silences pesants, les notes cachées cessa d'être un fardeau pour devenir un apprentissage. La douleur devint un carburant, et la peur une stratégie. J'ai compris que je n'étais pas seulement la victime d'un complot cruel, j'en étais le narrateur, et ma voix avait le pouvoir de réécrire la fin. Ce tournant ne s'est pas produit avec des cris ou des explosions, mais avec la fermeté tranquille de quelqu'un qui retrouve le sol là où auparavant il n'y avait que des chutes. Le contraste était évident. Là où auparavant je marchais avec hésitation, mes pas avaient désormais une direction. Là où auparavant il y avait de l'ombre, je trouvais maintenant des lueurs. Ce mélange de réflexion et d'action m'a montré que, même dans les pertes les plus profondes, il y a toujours une place pour un triomphe intime, invisible aux yeux de ceux qui cherchent à nous détruire. Et c'est peut-être pour cela qu'être ici, après chaque révélation, est si mémorable. Car ce n'est pas seulement une histoire de trahison, mais aussi de la capacité à renaître au milieu du chaos. Si, à un moment donné, vous avez senti cette vérité vous toucher, si quelque chose, le long de ce chemin, a résonné en vous, laissez un geste silencieux de soutien.
Aimez, commentez et abonnez-vous, non par obligation, mais parce que participer à ce voyage transforme aussi le vôtre. En fermant les yeux, j'ai l'impression d'avoir traversé un pont. Derrière moi, ombre et secret. Devant moi, un espace s'ouvre où la douleur ne dicte plus les règles. Et là, la victoire n'est pas seulement la survie, mais vivre avec la certitude que la bonté peut être blessée, mais jamais détruite.